Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission sous le format ML Explore, les enquêtes métiers par les jeunes en web radio. Aujourd'hui, dans le cadre des semaines de l'industrie, nous partons à la découverte des métiers de chauffeur poids lourd et d'agent logistique. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir plusieurs représentants. Justement, je vais faire un petit tour des présentations. Est-ce qu'on peut commencer à ma droite et faire un tour de table de tout le monde, s'il vous plaît ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Julie Herroir, donc je suis responsable RH et transport Desjouy, situé à Mortagne-au-Perche. Alors rapidement, Desjouy Transport, c'est un groupe familial qui du coup aujourd'hui compte à peu près 130 salariés. Donc on est répartis sur le Caen, Le Mans et Mortagne-au-Perche, principalement sur Mortagne-au-Perche qui donc est le siège social. On est composé de 3 sociétés distinctes, donc Desjouy Transport, Desjouy Messagerie et Desjouy Déménagement. Alors sur la partie, pour peut-être un petit peu expliquer à nos auditeurs ce qu'on fait au quotidien, donc sur la partie plutôt transport, on est sur ce qu'on appelle la gestion de tout ce qui est demi-lot et complet. Donc on est membre d'un groupement qui s'appelle le groupement Astre. Et en fait, on assure tout ce qui est prestations de transport, donc comme je l'ai indiqué en demi-lot ou en complet, sur une zone assez élargie, puisqu'on fait à la fois donc, du régional, du national et un petit peu aussi d'international, donc sur les pays européens limitrophes. Donc ça, c'est sur la partie transport. Sur la partie messagerie, pour expliquer un petit peu aussi, donc on est plutôt sur la livraison de ce qu'on appelle plutôt des envois légers, donc tout ce qui est colis ou palettes. Et en fait, on est membre d'un réseau national et on fait du groupage, donc tout ce qui est expédition palettisée, via en fait ce groupement là, qui s'appelle donc Palette System, qui est donc en fait le premier réseau européen de distribution de palettes. Donc ça, c'est sur la partie plutôt messagerie. On a donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, aussi une activité de déménagement. Donc on est membre du groupement Déméco. Et en fait, notre société Desjouy Déménagement, elle assure des déménagements, alors aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Donc aussi voilà, sur une zone régionale et nationale, en fonction des besoins. Et alors aussi en parallèle, on a une activité plutôt donc logistique, on en parlera un petit peu tout à l'heure, donc sur la partie plutôt stockage, avec un nouvel entrepôt qui a été construit et inauguré en 2023, donc zone de Bellevue, un entrepôt qui fait en tout à peu près 6000 m² et qui nous permet voilà, d'offrir cette possibilité de stockage à nos clients potentiels. Voilà pour résumer brièvement l'activité, en tout cas le panel d'activités sur lequel on intervient. Eh ben, merci beaucoup, on va rebondir tout de suite après sur ça. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Mathilde Simone, je travaille en tant que chargée d'action professionnelle à l'AFT, Transport et Logistique Normandie. Donc l'AFT, en fait, c'est une association EWA 1900 qui a été créée en 1957 par l'Union des fédérations du transport. Et donc en fait, c'est une association un peu singulière car elle est hyper spécialisée dans le développement et la promotion de l'emploi dans le secteur du transport et de la logistique. Donc on a 5 grandes missions. La première, ça va être la valorisation des métiers du transport logistique auprès du grand public et des prescripteurs. Donc par exemple, en 2024, on a 3780 personnes qui ont reçu une information sur le métier du transport logistique en Normandie. On va avoir aussi d'autres missions comme l'accompagnement des entreprises du secteur, en les aidant à recruter par exemple et à préparer les mutations, que ce soit économiques et environnementales. Donc on va leur proposer des outils comme pour travailler par exemple le recrutement, la fidélisation, la RSE et les conduites addictives et prévention. Et ensuite on a d'autres missions, analyser les évolutions des métiers, emploi et formation, soutenir les acteurs de la formation et cofinancer les formations pour s'assurer que l'offre reste adaptée à l'évolution des besoins de la profession. Ok, merci beaucoup. Moi c'est Mathéo Georget, je suis en recherche de travail, j'ai un projet, c'est d'être chauffeur routier. Ça me plairait même faire mon futur métier. Mission locale, la mission locale je suis à Mortagne-au-Perche. Bonjour, je m'appelle Ludie Lesage, donc je suis suivie à la mission locale de Mortagne-au-Perche. Mon projet, c'est surtout de faire des découvertes métiers, donc de faire des stages d'observation afin de savoir ce que je veux faire comme métier. Et aujourd'hui, je suis présente parce que j'ai déjà pu réaliser une web radio dans le contexte du mois de la vente et du BTP le mois dernier.
Et ça m'a énormément intéressée du coup de poser des questions à des entrepreneurs, à des chefs d'entreprise. Du coup, c'est pour ça que je suis là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ces présentations. On va passer aux questions. On va commencer par le métier du coup de chauffeur poids lourd. Mathéo, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît ? Quelles sont les principales missions d'un chauffeur poids lourd en sein du transport des jouets ? Donc un chauffeur poids lourd, on va résumer, il assure en fait évidemment au quotidien le transport de toute marchandise, donc évidemment dans le respect des règles de sécurité et dans le respect des délais impartis bien évidemment. Il va donc, pour essayer de rentrer un peu plus dans le détail, donc il va charger, décharger, vérifier son véhicule, ça c'est très important aussi, et donc transporter la marchandise, respecter aussi la réglementation routière qui doit du coup donc être respectée au quotidien, et puis voilà, s'occuper aussi des documents de transport, puisqu'il y a un certain nombre de documents de transport à compléter, à transmettre à qui de droit, donc c'est aussi de sa responsabilité. Ok. Ces missions peuvent-elles être très différentes dans d'autres structures ? Alors, le métier de conducteur transport routier de marchandises, ça varie avec le type de véhicule, la nature de la marchandise transportée, parce que ça peut être des produits pharmaceutiques, des colis express, ça peut être sous température dirigée, et aussi ça va dépendre des distances à parcourir. Donc, il peut être spécialisé sur des trajets courte distance ou justement longue distance, et c'est-à-dire se déplacer sur la France entière ou à l'étranger. Et parallèlement, le conducteur routier peut également se spécialiser dans les transports de certaines denrées ou produits. Donc ça peut être pétrolier, ça peut être matières dangereuses, produits frais ou frigorifiques, animaux vivants, bennes. Donc certaines spécialités vont nécessiter des formations supplémentaires. À quoi ressemble une journée type pour les chauffeurs de votre entreprise ? Alors on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, évidemment la journée elle commence bien évidemment par la vérification du véhicule, ensuite le chargement éventuellement aussi, la conduite bien évidemment, tout ce qui est livraison et puis déchargement chez le client, et puis avec des horaires qui peuvent varier en fonction des marchandises à distribuer et des clients aussi, des clients. Au niveau de vos horaires, vous dites du coup que c'est variable, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer très tôt le matin ou dans l'après-midi ou de nuit, c'est ça ? Alors oui, tout dépend pour les entreprises. Moi je parle pour des jouets transport, en effet. On a donc sur la partie plutôt de transport avec des conducteurs qui vont partir assez tôt le matin et rentrer dans l'après-midi quand les livraisons sont effectuées. Après on a aussi chez nous des tractionnaires de nuit qui du coup ne roulent que la nuit, donc partent en fin d'après-midi, début de soirée et rentrent au cours de la nuit. Et puis on a selon aussi les zones géographiques couvertes des conducteurs qui partent très très tôt le matin, donc plutôt milieu de nuit, et qui rentrent en début d'après-midi. Ok, très bien, merci. Quelles sont d'après vous les compétences les plus importantes pour exercer ce métier ? Alors elles sont nombreuses, mais on va commencer par la première, c'est évidemment la maîtrise de la conduite. Condition sine qua non pour être conducteur. Être organisé aussi, ça c'est très important. Organisé dans son chargement potentiellement, organisé dans la gestion de sa journée aussi. Être autonome. Et puis avoir aussi le sens de la sécurité, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est très important aussi. Et puis j'ai envie de conclure peut-être aussi par avoir quelques connaissances mécaniques de base qui peuvent servir aussi au quotidien. Les chauffeurs travaillent-ils seuls ou en équipe ? Quels sont les avantages selon vous ? Alors évidemment, le chauffeur il travaille plutôt seul sur la route quand il roule, mais il y a toute une petite fourmilière autour du conducteur qui du coup l'accompagne dans son quotidien. Donc il y a la partie un peu logistique, on en parlera tout à l'heure, et puis la partie aussi au niveau de l'exploitation, donc avec les exploitants, les assistantes d'exploitation qui sont là aussi pour organiser les transports et puis pour être un relais aussi auprès des conducteurs au quotidien. Donc il y a toutes ces équipes-là, tous ces membres-là qui sont là autour du conducteur, qui lui est seul physiquement dans son camion, mais qui du coup a besoin aussi de toutes ces personnes qui travaillent et qui gravitent autour de lui au quotidien. Quelles sont les formations ou diplômes qui permettent d'accéder au métier de chauffeur poids lourd ? Alors, selon le type de véhicule, on va avoir des permis peut-être différents. Donc, par exemple, pour être conducteur routier sur le véhicule porteur, il va falloir obtenir le permis C. Donc, pour conduire une semi-remorque, par contre, il vous faudra le C et le CE. Et donc, vous aurez aussi besoin de ce qu'on appelle la FIMO, la formation initiale minimale obligatoire, qui dure 2 mois. Donc, pour se former, plusieurs solutions.
En sortant du collège, par exemple, vous pouvez vous diriger vers le bac pro conducteur routier de marchandises ou bien un CAP. Le bac pro, par exemple, dans l'Orne, vous allez pouvoir le retrouver à Alençon au lycée Marcel Mézin. Par contre, si vous êtes en reconversion, il va y avoir des titres professionnels, donc conducteur routier de marchandises sur porteur et conducteur routier de marchandises sur tout véhicule. Donc ça, c'est des formations de environ 3 mois chacune. Vos chauffeurs ont-ils tous un diplôme en lien avec le métier ? On a beaucoup de conducteurs chez nous qui viennent du lycée Mézin, entre autres. C'est la référence locale, mais il en existe d'autres, bien évidemment. Donc oui, on a un certain nombre de conducteurs qui ont eu un bac pro, qui ont été évoqués tout à l'heure, ou un titre pro par la suite. Donc oui, certains viennent de ce type de cursus, oui. Vos chauffeurs ont-ils la possibilité de continuer à se former dans votre entreprise ? On en parlait tout à l'heure, donc il y a ce qu'on appelle la FIMO, qui du coup est en formation initiale et qui se recycle tous les 5 ans. Et après, on appelle ça la FCO, donc formation continue obligatoire. Et donc ça, cette formation, évidemment, elle se renouvelle tous les 5 ans, comme je l'ai indiqué. Donc ça fait partie des formations qui sont faites au sein de, en tout cas, qui sont organisées par l'entreprise et qui sont externalisées du coup sur Alençon. Donc je sais pas, ça peut être intéressant peut-être rapidement de parler un petit peu de ce qu'on voit en FCO, parce que FCO c'est un terme, formation continue obligatoire, qui parle peut-être pas forcément à tout le monde. Pour faire simple, on est sur du coup des rappels, en tout cas sur la partie FCO, donc des rappels tous les 5 ans de tout ce qui est un peu en lien avec la conduite rationnelle. En tout cas c'est un des items qui est vu. On revoit aussi en FCO tout ce qui est application de la réglementation. Il y a des rappels qui sont faits au niveau de la sécurité routière. Et puis aussi des items qui sont consacrés à tout ce qui est qualité de service. Ça, c'est très important. Donc, c'est en gros les thèmes qui sont abordés lors de cette formation, donc comme je le disais, qui se recyclent tous les 5 ans. On a aussi la possibilité, et nous on le fait chez nous, d'organiser des formations, ce qu'on appelle des formations à l'éco-conduite. Donc aujourd'hui, la transition écologique, énergétique, c'est un vrai sujet. Et nous, c'est vrai qu'on a fait le choix depuis un certain nombre d'années déjà de mettre ce sujet au cœur de nos préoccupations. Donc par diverses interventions, diverses actions aussi qu'on mène chez nous, puisqu'on récupère les eaux de pluie, entre autres, pour laver nos véhicules. On roule à l'huile de colza et on a aussi donc, fait le choix de former régulièrement nos conducteurs à l'éco-conduite. Donc voilà, et puis on en parlait aussi sur les différents types de transports qui existent, et on a la formation ADR qui existe aussi pour tout ce qui est transport de matières dangereuses. Donc ça fait partie aussi des formations qui peuvent être dispensées et qui peuvent être suivies sur un parcours de conducteur routier, un parcours professionnel. Et ADR, du coup, ça veut dire quoi ? Alors c'est A comme accord, après c'est accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses, ça c'est le D, par route, ça c'est le R. Quelles sont les principales difficultés ou contraintes ? Alors, au niveau des contraintes, on a déjà parlé des horaires, mais forcément, c'est la principale contrainte. On peut avoir des découchés si on est en national, international. On peut avoir justement des horaires, que ce soit de nuit, le week-end également, même si certains véhicules ne vont pas rouler le week-end. Ça va être du dimanche 22h jusqu'au samedi 22h, normalement, les poids lourds. Mais donc, les horaires, forcément, ça va être la principale contrainte. Après, vous pouvez aussi travailler les jours fériés également, donc ça va être vraiment ce genre de contrainte-là. Alors, nous, c'est vrai qu'on ne travaille pas le week-end, on ne travaille pas les jours fériés. Dans notre activité, je parle pour nous, tant mieux. Voilà. Mais c'est vrai que les horaires un peu décalés, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, je vous rejoins là-dessus, c'est vrai que ça peut être une difficulté, en tout cas une contrainte à prendre en compte. Aussi la pression des délais, aussi, c'est hyper important d'être dans le respect des délais. Au quotidien, dans ce respect-là, dans la mesure du possible, ça peut être en tout cas une contrainte, ça c'est sûr. L'éloignement familial, vous parliez des conducteurs qui partent à la semaine, qui effectuent donc des découchés. Donc l'éloignement familial, ça peut être aussi, à l'heure actuelle, on parle beaucoup de concilier vie pro, vie perso. C'est vrai que d'être loin de sa famille une semaine ou 3, 4 nuits, 5 nuits, ça peut être une contrainte à prendre en compte, en tout cas quand on se lance dans ce type de métier. Et puis on parle des conditions météorologiques aussi, ça peut être aussi important. Voilà, c'est des choses qui peuvent au quotidien devenir un peu, parfois rendre un peu difficile le quotidien, mais qui font partie des contraintes de ce poste-là. Oui.
Et je me demandais, moi, est-ce qu'il y a aussi peut-être des difficultés physiques pour certains conducteurs, ou est-ce que c'est quelque chose de récurrent ou pas du tout, dans le sens où la route est longue et est-ce que ça peut créer parfois des problèmes de dos ou pas du tout? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Je sais pas si c'est quelque chose qui se remarque ou pas dans le métier. Non, c'est intéressant comme question. Tout ce qui est métier un peu qui se sédentarise entre guillemets, le fait qu'on soit assis, voilà, c'est une contrainte à prendre en compte, bien évidemment. Donc on essaye éventuellement, nous en tant qu'employeur, on peut essayer de mettre en place de la sensibilisation à tout ça. Donc essayer de se lever régulièrement, tant que possible, hein, évidemment, pas dans le camion, mais dès que possible, essayer de bouger un peu. S'étirer, il y a des étirements qui existent et tout ça. Bon, après, c'est un autre corps de métier, hein, il y a des gens qui sont là pour donner les bons conseils par rapport à ça. Mais oui, bien sûr, il y a des choses qui existent. On peut et on se doit aussi nous sensibiliser nos conducteurs à ça pour essayer de contrecarrer un petit peu les contraintes posturales en fait, liées au fait de conduire toute la journée. Après, il y a des contraintes qui sont plus marquées sur des longs trajets. Voilà. Mais sur la partie plutôt messagerie, ils se lèvent. Là, il y a entre 10 et 15 clients par jour. Donc, ils sont amenés à se lever régulièrement, descendre, remonter du camion. Donc, c'est différent. Mais selon les postes, il y a des contraintes qui existent, oui, tout à fait. Et on peut mettre en place des choses qui accompagnent et qui sensibilisent le conducteur à ça. Et si je peux me permettre, il y a aussi tout ce qui va être hygiène de vie qui est très important. Parce que justement, ils sont parfois toute la journée dans leur camion assis, et puis du coup ils mangent assis, puis voilà, donc il faut vraiment penser à tout ce qui est hygiène de vie, parce que bien manger, bien se lever, se marcher, c'est hyper important, et parce que ça peut aussi prévenir certains problèmes de santé, et notamment on parle parfois d'accidents cardiovasculaires. Il y a des conducteurs qui peuvent avoir ces problèmes-là, et donc l'hygiène de vie, ça peut aider ce genre de conditions. D'accord, merci. Quelles qualités personnelles sont nécessaires pour exercer ce métier? Alors ça, on en a un peu parlé tout à l'heure, hein. Tout ce qui va être capacité à s'organiser, fiabilité, autonomie, forcément code de la route, c'est très important, respect des autres usagers. Il y a aussi la gestion du stress, capacité à faire face à l'incertitude également. Voilà. Après, plus capacité professionnelle, donc il faut être titulaire du permis de catégorie C et CE et de la FIMO, respecter le code de la route, s'intéresser aux nouvelles technologies, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui les camions ils changent aussi comme nous avec la société, donc toute la partie numérique aujourd'hui elle est très importante, et parfois il faut aussi, c'est peut-être obligatoire, utiliser les transpalettes manuelles et électriques, voire les chariots élévateurs selon les entreprises. Le métier a-t-il évolué depuis ces dernières années? Comme on a dit, donc c'est un métier plus connecté. On va utiliser les nouvelles technologies. Donc il y a des évolutions au niveau des véhicules également. Et je pense qu'il faut aussi aujourd'hui prendre en compte la partie environnementale, comme vous disiez tout à l'heure. Donc tout ce qui va être éco-conduite, etc. Aujourd'hui, la partie environnementale dans les entreprises, quelle qu'elle soit, ça devient très important, voire même obligatoire. On parle de plus en plus de RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale. Des entreprises, et voilà, donc ça va être ces évolutions-là. Quelles sont les possibilités d'évoluer dans ce métier? Elles sont diverses, hein. Après, c'est vrai qu'on peut avoir des conducteurs qui, par la suite, lâchent complètement la partie conduite quotidienne et s'orientent plutôt, parce qu'ils ont une appétence particulière à transmettre vers le métier de formateur. Ça peut arriver. On a certains aussi qui, ayant vu le côté conduite, ont envie d'essayer la partie côté plutôt exploitation, donc organisation des transports, et passer de l'autre côté. Donc ça peut être une passerelle possible. Et puis après, il y a aussi, pour ceux qui se sentent la capacité et l'envie de créer une entreprise, c'est pourquoi pas créer sa propre entreprise de transport. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui veut faire ce métier? Il faut être conscient des contraintes dont on a parlé, ça c'est important. Alors encore une fois, les contraintes elles existent dans tous les métiers. Mais voilà, il faut en être conscient. C'est vrai que nous on reçoit quand même beaucoup de stagiaires aujourd'hui avec des jeunes qui, et c'est normal, sont peut-être pas forcément toujours au fait des contraintes de ce métier et qui ne voient peut-être pas non plus l'ampleur du poste. Donc c'est important de bien venir découvrir le métier, de savoir comment ça s'organise au quotidien.
d'être conscient aussi des différents métiers dans le métier. C'est-à-dire que voilà, être conducteur poids lourd, c'est pas que conducteur poids lourd, c'est selon la matière, la marchandise transportée, les contraintes vont être différentes. Les organisations vont être différentes, donc c'est différents presque métiers au sein d'un même métier. Donc ça, c'est important de pouvoir avoir cette visibilité sur vraiment ce panel qui est assez large. Donc il faut être motivé, comme tout métier, il faut être rigoureux, bien formé, ça c'est sûr, et puis aimer la conduite, aimer un petit peu aussi être autonome au quotidien. Et par rapport aux personnes que j'ai rencontrées, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passionnés justement par le fait d'être conducteur routier, d'être sur la route tout le temps. Et ça joue beaucoup en fait avec passion, motivation. C'est comme ça parce que quand on va passer toute la journée dans un véhicule, parfois ça peut être un peu compliqué, mais si vous êtes passionné et que c'est ça qui vous intéresse, allez-y. Merci beaucoup pour ces conseils. C'est vrai que ça donne une bonne idée de ce que ça représente le métier de chauffeur poids lourd. Maintenant, on va découvrir du coup un tout autre métier, donc qui est de agent logistique. Je vais laisser la parole à Ludie. Radioactive. Quelles sont les principales missions d'un agent logistique au sein de Transport des Jouets ? Alors l'agent logistique, il va participer à tout ce qui est gestion et mouvement des marchandises, de tout type de marchandises au sein de l'entreprise. Donc en fait, ces missions, ça va être principalement autour de la réception, du contrôle, du stockage et de la préparation de commandes aussi, et puis de la gestion des expéditions. Il va également participer à la mise à jour des stocks qui sont informatisés. Ces missions peuvent-elles être très différentes dans d'autres structures, dans l'industrie, dans le commerce ? Alors, donc, les agents logistiques, c'est des manutentionnaires et ils vont travailler dans les entrepôts et sur les plateformes des entreprises du commerce de gros, de la grande distribution, de la distribution spécialisée, de la vente par correspondance par exemple. Et donc, tout ça, selon les caractéristiques de l'entrepôt, de l'entreprise, des produits manutentionnés et du matériel, ça va varier, donc ça va être différent. Après, c'est des métiers qu'on va retrouver absolument partout. La logistique, il y en a partout aujourd'hui, que ce soit dans l'événementiel, dans l'armée, dans l'aéronautique, dans l'alimentaire. Donc finalement, les compétences sont les mêmes, c'est juste les entrepôts, les endroits qui vont changer. À quoi ressemble une journée type d'un agent logistique dans votre entreprise ? Donc il va prendre son poste, il va s'occuper, comme on le disait tout à l'heure, de la réception, de la préparation de commandes. Il va être en charge de la manutention à effectuer en fonction des besoins sur la journée type. Et puis il va s'occuper aussi du rangement au sein de l'entrepôt. Les missions du responsable logistique sont-elles très différentes ? Alors, elles sont différentes puisqu'en fait, le responsable logistique, lui, il va être plutôt sur la planification de flux. Donc, il va superviser ses équipes de caristes et de manutentionnaires. Il va être plutôt sur la partie suivi des indicateurs et il va gérer aussi au quotidien les différentes relations avec les fournisseurs. Donc, en fait, on peut dire que son rôle, il est plutôt organisationnel. Donc, son rôle est plutôt organisationnel et stratégique. Et quelles sont d'après vous les compétences les plus importantes pour exercer ce métier ? Donc comme pour beaucoup de métiers, ça va être l'organisation, puisqu'on est quand même c'est au cœur du métier, le rangement, l'organisation. Être rigoureux, bien évidemment, être réactif en fonction des besoins et des demandes de clients. J'ai envie de dire qu'il faut être capable d'être polyvalent et puis encore une fois, être dans le respect des règles de sécurité. Très bien. Travaille-t-il ou elle seul ou en équipe ? Quels sont les avantages selon vous ? Alors chez nous, en tout cas, ça c'est sûr, l'agent logistique, lui, va travailler en équipe. Alors l'avantage du travail en équipe, les avantages sont nombreux. L'entraide, bien évidemment, qui est possible en fonction des besoins, la cohésion d'équipe qui existe aussi. Et puis la répartition des tâches qui se fait aussi en fonction sur les différents postes et les différentes personnes de l'équipe. Il y a certaines missions aussi qui nécessitent une certaine autonomie aussi, donc travailler en équipe à plusieurs et être autonome aussi parfois sur certaines missions. Quelles sont les formations, diplômes qui permettent d'accéder à ce métier ?
Alors, à partir de la 3e, on va avoir plusieurs solutions. Donc, ça va être le bac professionnel métier de la logistique, donc qui peut se faire un peu partout en Normandie. Et vous avez aussi le CAP opérateur logistique. Après, si c'est l'organisation des transports qui vous intéresse un peu plus, il y a aussi un bac professionnel qui s'appelle OTM, organisation des transports, tout simplement. Après, au niveau reconversion, donc il y a aussi des titres professionnels. Donc, on va retrouver le titre professionnel agent magasinier, préparateur de commandes, cariste, voilà, entre autres, mais il y en a encore plein d'autres. Quelles sont les principales difficultés ou contraintes de ce métier ? Alors, au niveau des contraintes, je dirais que le port de charge, quand même, ça, c'est une des principales. Il faut aussi conduire en toute sécurité. Et donc, pour ces métiers, notamment celui de cariste, donc on va utiliser le chariot élévateur, il faut absolument, c'est obligatoire, avoir ses CACES. Voilà, donc ce qui permet de utiliser ces chariots en toute sécurité. Donc après, il va y avoir, comme pour le conducteur, on va avoir des horaires décalés, de nuit, en extérieur, mais après, ça dépend des entreprises. Et je voudrais savoir, dans votre entreprise, vous avez quelques CACES que vous devez utiliser là-bas ? Alors nous, on est sur principalement du chariot autoporté. Après, on a le transpal manuel qui ne nécessite pas de CACES. Voilà. Après, on a principalement, nous, ce qu'on appelle, c'est le CACES R489 chez nous. Voilà. Avec principalement le 1A, donc un A, un B, avant qui s'appelait le 1 mais qui a été scindé en deux, le 3 un petit peu et le 5 aussi. Et du coup, est-ce que vous permettez à vos employés de faire la formation du CACES ou c'est à eux de l'avoir avant ? Parce que c'est vous qui financez le CACES, quoi. Alors, juste une petite précision, le CACES n'est pas obligatoire pour exercer au sein de l'entreprise. C'est l'autorisation de conduite qui, elle, est obligatoire et qui doit être délivrée pour utiliser certains chariots au sein de l'entreprise, uniquement au sein de l'entreprise. Donc certains de nos caristes, oui, ont leur CACES et l'ont passé, arrivent avec leur CACES à jour. Donc voilà, donc après, c'est pas une condition sine qua non. S'ils ont leur CACES, pour certains, c'est sûr que c'est mieux. Après, en fonction du profil, on peut être amené du coup à faire donc la visite médicale qui elle est obligatoire, à faire une formation, un contrôle des connaissances en interne donc au sein de l'entreprise sur le CACES qui sera utilisé par le cariste en question, donc soit le 1A, soit le 3, soit le 5 en fonction du profil. Donc il y a un contrôle des connaissances qui est réalisé en interne et puis en fonction des résultats au test, donc avec une partie théorique et une partie pratique, on délivre ou pas, s'il ne réussit pas, mais voilà, on délivre l'autorisation de conduite pour l'entreprise, notre entreprise. Voilà. Très bien. Quelles qualités personnelles sont nécessaires pour exercer ce métier ? On parlait de travailler en équipe, donc je pense que l'esprit d'équipe, avoir l'esprit d'équipe, savoir travailler à plusieurs, ça c'est très important. Être ponctuel, mais ça j'ai envie de dire que c'est presque pour tous les... pour tous les postes. Donc être ponctuel, être organisé, autonome aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, savoir être autonome sur certaines tâches. Donc ça fait partie des qualités qui sont requises en tout cas pour ce type de poste. Est-ce que le métier a évolué depuis ces dernières années ? Comme pour le chauffeur, en fait, on part aussi sur les nouvelles technologies, les normes environnementales, et il y a aussi toute une grosse partie sur la sécurité. En fait, l'importance de la sécurité dans les entrepôts, parce que on entend parler beaucoup de problèmes justement de sécurité, de personnes qui se font mal, etc. Et donc aujourd'hui, en France, dans toutes les entreprises, dans tous les entrepôts, l'accent est mis sur la sécurité. Très bien. Quelles sont les possibilités d'évolution dans ce métier ? Alors après, on peut, selon l'organisation, être en charge d'une équipe, éventuellement un chef d'équipe en tant qu'agent logistique, éventuellement en fonction de la taille de la structure. Après, c'est passer responsable d'entrepôt ou éventuellement technicien logistique aussi, avec l'expérience et la formation qui va bien. Et quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui veut faire ce métier en particulier ? C'est d'être vraiment motivé, encore une fois, faire preuve de rigueur. Ça, je le répète aussi. On parlait de l'évolution technologique aussi des métiers, donc être à l'aise, évidemment, avec les outils technologiques, c'est mieux. Et puis voilà, aimer le travail en équipe, ça, on en a parlé aussi. Après, si c'est possible, commencer par une formation qualifiante, c'est bien aussi. Pouvoir démarrer avec une base. On en parlait tout à l'heure, la déformation possible. Donc, voilà, c'est pas une condition sine qua non, mais si ils ont une formation qualifiante dès le départ, c'est bien aussi.
Et je rajouterais, parce qu'on est dans l'Orne et que les transports en commun sont un petit peu compliqués et généralement les entrepôts se retrouvent pas dans un centre-ville, le permis c'est quand même pas mal et d'être véhiculé justement pour pouvoir aller dans les entrepôts et travailler. Parce qu'aujourd'hui on rencontre beaucoup de personnes, notamment dans toute la Normandie mais aussi dans l'Orne, qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc, ça devient compliqué si vous voulez justement travailler dans la logistique, d'aller dans les entrepôts. Avez-vous des outils spécifiques pour découvrir le métier de chauffeur poids lourd et agent logistique ? Alors, il faut savoir que dans le transport et la logistique, il y a plus de 50 métiers possibles. Donc, nous, ce qu'on a développé à l'AFT, ça va être un site d'orientation qui s'appelle Choisis ton avenir. C'est spécifique au transport et de la logistique et vous y trouverez en fait toutes les fiches métiers avec les compétences, les missions, des vidéos métiers et également quelles formations effectuer et où vous pouvez les faire selon votre emplacement géographique. Tous les organismes de formation et les lycées ils sont répertoriés dans toute la France et c'est d'ailleurs mis à jour chaque année et donc vous retrouvez des formations de la seconde au Bac+6. Et également, si vous êtes un peu perdu dans votre orientation, on a un quiz de quelques minutes axé sur la personnalité, les compétences et qui peut vous aider à déterminer en fait les 5 métiers du transport et de la logistique qui pourraient être faits pour vous. Donc ça peut donner une base. Et enfin, pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur le domaine du transport et de la logistique ? Pourcentage CDI, nombre de femmes, pyramide des âges et impact sur les recrutements, s'il vous plaît. Alors il faut savoir par exemple qu'en France on a plus de 41 000 établissements en 2023 qui sont dans le transport et la logistique. Et il y en a 2040 en Normandie, 47% sont en Seine-Maritime, 18% dans l'Eure, 18% dans le Calvados. Après, la Manche et l'Orne, c'est un peu plus bas. 80% des établissements en Normandie, ils ont une activité marchandise. La majeure partie de ces établissements, ils vont employer moins de 10 salariés. Donc, ce qui est énorme et ce qu'on ne voit pas forcément. Après, en France, on va avoir plus de 44 000 employés en Normandie, en tout cas, salariés, dont 10% des effectifs sont en logistique, manutention et magasinage. Donc, ça fait 4 500 à peu près salariés. Et 70% des effectifs, donc plus de 30 000, sont en conduite. Donc, ce qui est assez énorme. En exploitation, ils sont à peu près 9%, donc ce qui fait 3 800. Et au niveau des salariés femmes, en fait, ce qu'on va retrouver, c'est que elles sont 19%, que ce soit en Normandie ou en France, c'est la moyenne. Hein. Donc 19% des effectifs de la branche en Normandie sont des femmes. C'est un petit peu en baisse suivant les années. Après, ça se maintient quand même pas mal. En logistique, Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. vont représenter 16% des effectifs. En conduite, elles sont 11%. Et elles sont plus représentées dans tout ce qui va être les métiers de la gestion, de la vente, achat et de l'exploitation en transport. Et en transport de marchandises, ce qu'on va retrouver au niveau de la part des CDI, c'est qu'il y a 97% des salariés qui sont en CDI. Pareil en voyageurs, ça se maintient. C'est beaucoup de CDI dans le transport. Et au niveau des âges, alors ça peut-être vous choquer ou pas du tout. 42% des salariés ont au moins 50 ans en Normandie en 2023, dans le transport et la logistique. L'âge moyen en conduite, il va être de 44 ans, 44,23. En marchandises, ils vont avoir environ 45,49 ans. Et en voyageurs, donc tout ce qui va être chauffeur de car, ils vont avoir 49 ans en moyenne. Voilà. Alors j'ai 2 dernières questions qui n'ont rien à voir. Hier soir, du coup, j'ai fait un trajet Alençon-Mortagne où, du coup, j'ai pu voir pas mal de camions circuler et notamment au moins 2 sur 3 que j'ai vus. Ils faisaient des zigzags, ils roulaient pas forcément droit et on s'est posé la question avec mon conjoint, est-ce qu'il y a des accidents au niveau du transport en général? Parce qu'en fait, on n'en entend pas parler. Et après, il faisait nuit, donc c'est normal, mais qu'il y ait des zigzags, que ce soit pas une conduite droite. Mais voilà, on se posait la question, est-ce qu'il y a des accidents? Il y a forcément des accidents. Moi, celui qui m'a le plus choqué, c'était celui à côté de Tourouvre. Il y avait 2 avec camions. la moto? Non, il y a 2 camions qui se sont rentrés dedans en face à face. Ah, il y a quelques mois ou un an, je sais plus, mais quelques mois, je crois. Et donc il y en a forcément, on en entend parler, c'est juste qu'on le remarque pas forcément parce que notamment dans l'Orne, il y a de plus en plus d'accidents et que ce soit des véhicules, tous les véhicules,
Mais oui, il y a forcément des accidents. Après, tout le monde fait attention, mais bon, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer sur la route. Bien sûr, j'entends totalement. C'est juste que comme on n'en entend pas parler, je trouvais important de poser la question. Mais informez-vous sur celui de Tourouve, il était apparemment très important. Oui. Parce que du coup, il y a je pense que c'est de la fatigue surtout. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place par rapport à ça, du coup, je pense de la sensibilisation, mais est-ce qu'il y a des moyens, entre guillemets, si jamais le chauffeur se sent fatigué, qu'il puisse se reposer sur une aire d'autoroute ou vraiment c'est pas possible, il faut qu'il fasse... Non, bien évidemment qu'il y a cette possibilité-là, il y a des coupures qui sont obligatoires à faire aussi par le conducteur et que voilà, la gestion, là vous en parliez tout à l'heure, mais la sensibilisation, et on en parlait aussi sur l'hygiène de vie, c'est en lien avec tout ça, l'hygiène de vie, le comportement routier, le risque routier, comment je m'alimente, comment je me repose, les pauses que je dois faire, comment je m'étire aussi pour limiter les risques aussi, les douleurs musculaires ou autres, tout ça, tout ce package-là, en fait, on y est tous très sensibles et on essaye de sensibiliser au maximum nos conducteurs pour justement éviter ce genre de choses. Ouais. Très bien. Et du coup, ma dernière question, c'est récemment, en partenariat avec Hello Work, des influenceurs, McFly et Carlito, ont fait une vidéo sur YouTube. Chez Steph. Voilà, où ils suivaient le parcours d'un routier et j'ai trouvé ça très intéressant. Qu'en pensez-vous si vous avez vu la vidéo ? Alors moi, j'ai pas vu la vidéo, mais en tout cas, notre association a déjà fait des vidéos avec des influenceurs, notamment... Néoxy et Chris, je ne sais pas si vous connaissez, oui. Ils avaient découvert le métier de conducteur routier. Et il y en a d'autres qui vont sortir bientôt. Mais en tout cas, toutes ces vidéos-là, notamment McFly et Carlito, c'est fait en collaboration avec des fédérations, c'est fait en collaboration avec des associations. Donc c'est très professionnel, c'est très encadré et c'est top parce que ça fait découvrir à des jeunes. Et pas que, parce que ça dépend de l'audience. Il n'y a pas que des jeunes. Et ces métiers-là qui sont souvent oubliés un petit peu ou qui ont une mauvaise image. Et donc, ça, c'est top. Et par exemple, Madame Herroir, si des influenceurs demandaient un partenariat pour suivre un de vos... est-ce que vous accepteriez ? On est fermé à rien du tout. Je suis ouverte à toute demande et proposition par rapport à ça. Donc, ça n'est jamais arrivé pour le moment. Alors, on a quand même cette politique de vouloir s'ouvrir sur les réseaux. On n'était pas forcément très présent il y a quelques années sur les réseaux. On a fait en sorte d'y être. Donc on communique, on travaille sur notre communication à l'externe. Dans ce cadre-là, pourquoi pas ? Merci beaucoup pour vos réponses. Moi, j'avais juste une dernière question. Tout à l'heure, vous sortiez des stats, un petit peu des chiffres, etc. Et je me demandais s'il y avait ou pas un nombre sur peut-être des travailleurs handicapés. Après, je me demande comment ça se passe. Du coup, est-ce qu'il y en a dans le monde du chauffeur poids lourd ? Alors, j'ai pas les stats sur l'handicap parce qu'en fait, le rapport est très long. C'est un rapport annuel qui s'appelle OPTL, l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les transports et la logistique. Ok. Donc ça, c'est un rapport annuel en France et qui est décliné dans chaque région. Donc je les ai pas sortis celle-là, mais en tout cas oui, le handicap c'est pas un problème dans ce secteur-là. Après c'est comme dans tous les secteurs, ça va être plus ou moins compliqué d'y accéder. Aujourd'hui il y a des solutions, notamment il y a des véhicules adaptés, mais ça a un coût forcément, et ça peut être très très cher, mais il faut le temps que ça se développe. Et voilà. Et aujourd'hui aussi on a beaucoup de personnes qui peuvent en fait avoir cette reconnaissance d'handicap, mais qui ne veulent pas l'avoir. Okay. Donc sinon, les statistiques dans les entreprises pourraient être un peu plus élevées, ouais. Notamment. Il y a des handicaps invisibles comme visibles, et il y a des possibilités pour tout. Il faut trouver l'entreprise qui pourra vous aider et qui pourra vous accompagner. Enfin, je ne sais pas si j'ai des jouilles. Oui, non, je vous rejoins complètement. En plus, le handicap dans l'esprit de tous, principalement, ça va être quelqu'un en fauteuil roulant. C'est un peu l'image qu'on a. Mais il faut savoir que pour avoir la RQTH, il peut y avoir différentes pathologies de type, par exemple, diabète. Donc, on ne va pas voir chez la personne et qui ne va pas forcément nécessiter un aménagement de matériel, au niveau matériel en tout cas. Mais plutôt éventuellement des souplesses en termes de temps, d'organisation plutôt.
sur ce type de pathologie, et il en existe plein d'autres. Donc après, voilà, le handicap, il est bien évidemment pas un frein à l'employabilité au sein du transport. Encore une fois, il y a des contraintes inhérentes, voilà, à la conduite qui font que ça peut être plus ou moins facile d'adapter les postes de travail. Mais en tout cas, la notion de RQTH, donc qualité travailleur handicapé, reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, pardon. Donc la RQTH qui est délivrée par la MDPH. Voilà, elle peut couvrir différents handicaps et bien évidemment que du coup, on est ouvert à toute... on est ouvert à tout, en tout cas au sein de l'entreprise, et je pense que on est beaucoup d'entreprises comme ça dans ce move-là aussi, voilà, d'ouvrir nos postes à un certain nombre à tout type en tout cas de postulants et candidats. Et aujourd'hui, notamment, il y a un centre de formation qui a développé un handi-truck pour le présenter dans toute la France. Et en fait, c'est un véhicule qui est adapté pour toutes les possibilités. C'est-à-dire que quelqu'un en fauteuil, pour le faire monter et prendre le volant, il y a aussi des possibilités au niveau du volant, du siège. Enfin, il est vraiment adapté au maximum pour montrer que c'est possible, pour montrer aux gens que c'est possible, qu'ils peuvent accéder à ces métiers-là, mais aussi aux entreprises que, voilà, il y a des possibilités pour les personnes en situation de handicap. Après, pour pouvoir financer ce genre de véhicule. Il y en a qui y arrivent, mais c'est que le début et ça va sûrement se développer. Après, il y a des aides qui existent aussi qu'on peut solliciter pour ce type d'aménagement. Eh bien, merci beaucoup. Merci du coup à vous tous pour les explications précédentes. Puis un grand merci aux jeunes du coup d'avoir posé les questions. Et on se retrouve très bientôt du coup pour une nouvelle émission Radioactif signée ML Prod Jeunesse Rennaise et notamment ML Explore pour les prochains métiers de l'industrie. Et à très vite. Au revoir. Merci à tous. Merci. Au revoir.